extrêmement discret, qui s'appelait, je crois, Aux frontières de la science, non? C'est ça, oui. C'est ça. Alors, donc, Franck a été enlevé. Tous les médias du monde entier parlent de cet enlèvement par une sphère de lumière. Officiellement, 8 jours se sont écoulés et Franck reparaît. Mais ton groupe s'était, je crois, posté à proximité de la justice mauve où habitaient les jeunes gens. Comment ça s'est passé? Voilà. Tout d'abord, si on doit revenir un peu à la base. C'est-à-dire que le 26 novembre, nous nous sommes présentés avec des appareils de test donc sur le boulevard de l'Oise. Le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, le 26 novembre 79. Et donc on a bien vu la gendarmerie présente avec les staffettes et tout un tas de gens autour. Quand les gendarmes sont partis, faire leur rapport après avoir été ramassé différents témoignages autour d'eux. Nous, on s'est présenté juste à côté du véhicule, on a enlevé notre compteur GGR et là, on a commencé à faire des tests qui nous ont quand même étonnés. J'explique pourquoi. Les premiers tests indiquaient au centre de la voiture une radioactivité de 120 milliroentgens/heure. C'est tout à fait... Des garçons. Bien sûr. La voiture où a disparu Franck. Après, on a donc fait les tests de résistivité du terrain. C'est-à-dire, ce test est très simple. Il consiste à mettre un contrôleur universel sur la gamme des 2 millions de ohms et de mettre les pointes à 1 mètre écartées d'1 mètre les unes des autres, à enfoncer à 1 mètre de la terre. Là, on a pu s'apercevoir que le test, que la mesure nous donnait 14 kiloohms, ce qui était tout à fait anormal puisque le terrain avait été trempé puisqu'il pleuvait, je crois, depuis au moins 2 ou 3 heures, une pluie fine. Et on a donc recontinué les tests de résistivité en dehors de la zone où se trouvait la voiture, et là on a trouvé des tests plus élevés. Et c'est-à-dire on a trouvé des tests de l'ordre de 25 à 30 kiloohms. Donc le terrain était beaucoup plus trempé. C'était peut-être parce que la voiture était présente que le sol était chauffé, puisqu'on a pu déterminer une température de 35 degrés centigrades à 1 mètre sous le sol avec une sonde. Et donc, après tous ces tests terminés, nous sommes repartis. On n'a pas cherché à voir les 2 témoins de l'enlèvement. Il s'est passé quelque chose de totalement anormal puisque les tests que toi et tes amis avaient appliqués au terrain ont décelé des anomalies. Tout à fait, parce que bon, déjà, une radioactivité de 120 milliroentgens/heure, on ne la trouve pas partout. 30 milliroentgens/heure, c'était les premiers postes de télévision couleur à condition qu'on le regarde à 10 ou 15 cm. C'est vrai que la radioactivité est naturelle, on a une radioactivité naturelle partout, dans une lampe de poche, un tube Odéon, bon c'est tout à fait logique, mais à ce taux-là, non. On a décidé donc de faire une planque. Parce qu'on était partagé quand même entre le canular, on ne savait pas pourquoi, et la chose réelle. Et le samedi 1er décembre à 4h30, 2 de nos enquêteurs du matin, bien sûr, 2 de nos enquêteurs qui étaient en planque à peu près à 200 mètres du bâtiment de Jean-Pierre et de Salomon, un principalement, puisque l'autre était endormi, a vu un halo lumineux, une espèce de nuage lumineux, et apparaître dans ce nuage au bout de 3-4 minutes une forme, une ombre d'un homme, ayant la taille à peu près celle de Franck. Le halo a disparu, et cette ombre s'est mise à s'agiter un peu partout autour d'elle, s'est mise à courir, à traverser la butte et le parking, et donc l'enquêteur qui a vu ça a réveillé l'autre. Ils ont vu quand même ces choses à 2, et après, ayant porté les yeux sur le 3e étage du bâtiment, ils ont vu qu'il y avait de la lumière et que des gens s'agitaient.
Suite à ça, moi j'ai été réveillé à peu près vers 5h, 5h30 du matin, je me souviens plus tellement, où on m'a appris cette nouvelle. J'ai demandé qu'on fasse des tests sur le terrain. Ils ne les avaient pas fait parce qu'ils avaient quitté précipitamment Cergy-Pontoise pour m'apprendre la nouvelle, chercher une cabine téléphonique qu'ils avaient du mal à trouver. Donc ils ont attendu qu'un café s'ouvre à côté de la gare pour me téléphoner la nouvelle. Bon, il était trop tard pour faire les tests, bien qu'ils soient retournés après, parce que c'est vrai, ils sont retournés après pour essayer de faire des tests. Les tests étaient négatifs. Voilà. Alors Didier Safragnonnec, ces chercheurs de ton groupe, le 1er décembre, 4h30 du matin, voient une sphère de lumière apparaître une silhouette, alors qu'on a dit officiellement que Franck était revenu le 3 décembre. Il y a donc un décalage de 3 jours. Ça t'a intrigué évidemment, ce retour, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai téléphoné vers 9h, 9h30 ce samedi matin, je ne me souviens plus exactement de l'heure exacte, à Jean-Pierre. Je lui ai dit, maintenant on peut se voir, Franck est arrivé. Il me répond, comment sais-tu que Franck est arrivé? Je dis, mes 2 enquêteurs l'ont vu ce matin à 4h30. Et là, sa réaction, il a raccroché. Il a raccroché. Mais ce qui confirmait aussi, je m'excuse, quelques années plus tard, c'est qu'avec M. Marceau-Sicot, on a pris un rendez-vous avec Franz un café de la gare Saint-Lazare, où je lui ai dit, j'ai la preuve maintenant que tu as disparu 5 jours et non pas 7 jours. Je lui ai expliqué pourquoi, parce que 2 enquêteurs l'avaient vu, et la réponse de Franck a été tout à fait simple. C'est vrai, ça m'intéresse, ta théorie, mais il faut bien que tu comprennes que pour les gens, pour les médias, ça sera toujours 7 jours et non pas 5 jours. Voilà. Alors on peut enchaîner là-dessus, sans te demander ce que tu en penses, parce que moi je peux me mouiller. C'est notoire, si Franck a menti sur la date du retour, c'est un péché véniel, c'est pas très grave, parce qu'il a été entraîné par Jean-Pierre, qui lui a un tempérament d'escroc. Il a vu l'opportunité qui pouvait changer sa vie. Et pendant 48 heures, il a réfléchi. Et il a fait en sorte de convaincre Franck de dire, bon, tu vas te planquer pendant 24 heures, 48 heures, nous dirons que tu es venu le 3 décembre, et non pas le 1er. Ils ont bâti, ou Jean-Pierre, qui était le meneur, a bâti un plan qui allait lui permettre de créer, pas tout à fait une secte, mais une coterie, de se faire un auditoire où il délivrerait le message d'Oriot, les extraterrestres. Il allait exploiter ce filon pour tromper les gens. Tu as sur les genoux un dossier important. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un roman vérité qui se nomme Les Semeurs de la Nuit, qui parle de quelques affaires d'ufologie, donc aussi la disparition d'une personne âgée de 16 ans, qui a disparu pendant 16 ans aux États-Unis, plus l'affaire de Cergy-Pontoise et une autre affaire s'étant passée dans un petit village se trouvant entre la Dordogne et la Corrèze il y a quelques années. Les Semeurs de la Nuit, un roman vérité, avec un background authentique, bien sûr, comme son nom l'indique, qui paraîtra en 1993. Nous en reparlerons. Si le gouvernement se taise, nous font taire, ou tente de le faire, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. L'affaire Cergy-Pontoise en est un exemple frappant. Dans ce remarquable ouvrage, Révélation de Jacques Vallée, paru aux éditions Robert Laffont, Jacques Vallée, et il nous l'apprend, et il me l'apprend aussi, son père était un magistrat à Cergy-Pontoise, il a grandi là-bas. Et Jacques est revenu en France, Jacques Vallée, pour faire une enquête systématique. Il en a conclu, pour avoir eu des contacts avec un agent spécial, mystérieux, j'ai l'impression qu'on a un peu orienté Jacques Vallée vers ce service officiel. Il en a conclu que Franck avait bel et bien été enlevé. Il dit textuellement, l'affaire Cergy-Pontoise, c'est tout
sauf un canular. Donc Franck a été enlevé, mis dans une voiture par les services secrets français, et on a pu l'évacuer de ce lieu grâce à un tunnel dont Jacques pense et écrit que nous ne connaissions pas. Nous connaissions ce tunnel, puisque, sans entendre, il y a des détails scatologiques. Les quelques 2000 et quelques personnes qui se sont réunies là le 15 août 1980, toutes plus ou moins ayant fait leurs besoins la nuit. Nous connaissions bien, mais la voiture